Les squatteurs en France ont-ils tous les droits? Un projet de loi pointe le bout de son nez. La loi pourrait changer. On en parle. C'est un cauchemar que les propriétaires de cette maison de Théoul-sur-Mer n'auraient jamais pensé vivre. Leurs biens squattés pendant 3 semaines. Henri et son épouse se sentent lâchés par la justice. Ils découvrent les subtilités du droit français en matière de logement, plutôt favorable aux occupants. Le retraité attend donc la décision de justice. Pour l'heure, il a peur de se retrouver sans domicile. Vous êtes l'oncle ou le grand-père, même si vous êtes jeune, qu'on a tous dans nos familles aujourd'hui. Chacun a compris... 75 ans quand même. 60. Oui, vous faites jeune, mais chacun a compris qu'il y avait quelque chose de... Il y a tout dans votre histoire. Il y a effectivement la maison que vous avez achetée, la vie de labeur, le crédit que vous faites et la maison qu'on vient vous piquer. Donc c'est pour ça que ça a touché. C'est-à-dire que vous avez incarné... Vous avez incarné tout d'un coup une sorte de viol. Au-delà de ça, est-ce qu'il y a un traumatisme psychologique pour vous de réintégrer une maison dans laquelle des squatteurs ont été présents pendant une semaine ? Eh bien, bien sûr, parce que c'est une violation de propriété, hein, et puis madame, surtout madame, elle est traumatisée. Pour elle, c'est plus comme avant, c'est un viol, hein, et puis voilà, psychologiquement, moi je suis un peu plus costaud que madame. Les femmes sont un peu plus faibles que nous. Nous, les hommes, on résiste un peu plus, vous comprenez ? Que ces gens-là, on ne devrait même pas parler de ces gens-là, ces bandits, ces violeurs de domicile, tout ça. C'est une honte pour la société française. Il ne faut pas défendre ces gens-là. C'est une honte. La société française n'a pas besoin de personnes comme ça. Non, mais écoutez, madame, vous croyez qu'on va me faire revioler mon domicile? Non, mais attendez, là, c'est du cinéma. Il ne faut pas parler de ces gens-là. Il faut, au contraire, se taire. Ceux qui défendent ces personnes-là, c'est une honte pour la société française. Ça ne doit pas exister, ça. On ne devrait même pas interviewer ces gens-là, madame. Même pas, je vous dis bien. Pour notre honneur de la patrie de la France. Il ne faut pas. Mesdames et messieurs, quelle histoire terrible et déconcertante. Nous sommes à Saint-Honoré-les-Bains dans la Nièvre. Voilà, une résidence secondaire d'une dame qui se trouve en EHPAD n'a pas pu être investie par ses enfants. Elle avait dit à ses enfants, allez à la maison, passer quelques jours, mesdames, messieurs, dans la Nièvre. Eh bien, elle n'a pas pu être investie par ses enfants. Pour quelle raison? Eh bien, parce que 3 squatteurs s'étaient installés pour occuper les lieux. Ce genre de petits faits, eh bien, sont extrêmement fréquents. Vous savez, nous, les journalistes, on les voit passer. Ces 2 squatteurs se sentent chez eux. Ils résident pourtant depuis plusieurs semaines dans la demeure d'une octogénaire placée en EHPAD. Vous êtes dans une maison qui pourrait être la vôtre. Vous êtes en face avec des squatteurs qui se mettent à vous expliquer qu'ils sont très bien ici. Et je souris, mais c'est pas drôle du tout. La situation pourrait paraître scandaleuse, mais elle est pour l'instant tout à fait légale. Un huissier doit d'abord constater l'occupation illégale, une procédure longue et profitable aux squatteurs. C'est une procédure, ils s'envoient une lettre chez eux devant et puis après tu peux mettre l'électricité. Bon, 15 jours avant, une lettre recommandée là. On se l'envoie à soi-même en mettant un expéditeur fantoche ou un ami. Et on a le talon d'envoyer recommandé et on va trouver dans la boîte aux lettres quand on ira chez lui la lettre qui a été envoyée en disant mais il y a 15 jours que je reçois mon courrier ici. Ça ne fait pas 48 heures. C'est le grand truc de ceux qui viennent occuper. Et à partir de ce moment-là, ils viennent dire, mais... En quoi? Incroyable. C'est surréaliste. C'est hallucinant. C'est absolument hallucinante. Enfin, on est quand même dans quelque chose qui est intellectuellement délirant. Mais c'est hallucinant. C'est incroyable quand on voit C'est une scène absolument surréaliste, mais bon. Gérard, c'est quand même assez incroyable. Le truc est... Enfin, franchement, bon... Et parce que vous savez que la loi, ça peut choquer beaucoup de gens, mais la loi protège ceux qui occupent illégalement les maisons parce qu'il y a un délai. Est-ce que vous considérez, au-delà de votre cas, qu'il faudrait changer cette loi? Il faut changer la loi immédiatement, madame. On n'est pas aux États-Unis ici. Le droit de propriété, c'est un truc... en France, on s'en fout. Hein. Vous avez entendu dans cette vidéo, les squatteurs, ils sont chez eux, quoi, dans cette maison qu'ils squattent. Faut pas se leurrer. Faut pas être naïf en la matière. Et attention, parce que à force, quand la loi n'est plus là,
C'est les gens qui vont aller dans des armureries, qui vont aller acheter des armes, qui vont aller aller dans les centres de tir et qui vont s'entraîner. Il faut faire très attention parce qu'on n'en est pas loin de cette frontière-là. On voit ce qui se passe dans d'autres pays, c'est le cas. Donc attention, je pense que la loi, elle doit être dure parce que justement, elle doit éviter les dérives. On a inventé l'État. L'État est là pour empêcher ce genre de conflit, pour empêcher que la violence s'exerce entre les citoyens, empêcher la guerre de tous contre tous, par le viol du droit de propriété notamment. La loi va changer. Est-ce que ça fait partie des actes qui répondent à ce besoin d'autorité qui s'exprime, on l'a vu encore hier dans l'enquête. On a besoin d'un État qui ne soit pas dans l'impuissance. Alors, si la justice administrative se Enfin, on va faire substitue au sauter reste, une étape qui voilà. est la Ça, justice du tribunal. Espérons. Pour virer les squatteurs, tout simplement, expliquez-nous, racontez-nous, la loi doit bouger. C'est désolant. Il faut vite que la loi change et qu'on expulse tous ces squattants. Et les images que vous avez montrées sont proprement scandaleuses. Enfin, je veux dire, je trouve ça absolument lamentable d'avoir des squatteurs qui viennent chez vous. Donc, je trouve que ce sentiment d'impunité, en fait, où peu importe la propriété des autres, je vais m'installer dans le salon du voisin et sur la terrasse de ma voisine, c'est absolument plus possible. Donc, moi, je pense qu'il faut changer la loi. Et c'est pour ça que je porte un amendement parlementaire, je le précise, c'est une initiative parlementaire, pour apporter des solutions concrètes pour que la loi soit plus simple, qu'elle soit mieux appliquée et que la procédure soit facile pour qu'on puisse rapidement sortir de ces situations qui sont complètement kafkaïennes et ubuesques et que personne ne peut défendre. Enfin, moi, j'imagine pas une seconde qu'on puisse défendre le droit de squatter et de dire, mon Dieu, les pauvres squatteurs, il faut absolument rien faire. Moi, je crois qu'on a besoin d'autorité, qu'on a besoin de respect de la loi, qu'on a aussi besoin de bon sens et de respect des valeurs pour ne pas tout mélanger. Oui, ben ça, on pourrait le dire de plein d'autres choses. Là, encore une fois, de la loi de 2003 sur les occupations des halls d'immeubles qui polluent et qui insupportent la vie de bien de nos compatriotes, les rodéos urbains, etc. Non, mais la loi, elle est là. Le problème, c'est qu'on vit effectivement dans un pays où l'arsenal législatif est extrêmement, un maillage extrêmement serré, extrêmement fort, et pour autant, on a l'impression que, effectivement, on se dit toujours, mais que dit la loi ? Le problème, c'est que nul n'est censé l'ignorer, mais apparemment, on n'est pas véritablement au courant qu'on a une loi en France pour à peu près tout. Et d'ailleurs, même pour le séparatisme islamique. Pour ne pas tout mélanger. C'est que l'État, pendant plusieurs années, a démontré que le squat était légal. Je vous rappelle Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes, ce n'est pas une aventure qui a duré 6 mois. C'est une aventure qui a duré plusieurs années, dans laquelle les habitants avaient été consultés, avaient dit qu'il fallait qu'on résoudre le problème, et qu'on fasse partir et qu'on crée cet aéroport. C'était pas des logements. Bon. C'était des squats. C'était des gens qui avaient squatté des terrains. Vous vous rendez compte quand même des conséquences d'une décision de justice. C'est à partir de cette circulaire que les zadistes ont occupé les maisons rachetées par le conseil départemental sur Notre-Dame-des-Landes, ce qui rendait leur expulsion difficile. Comment voulez-vous, après, que les gens ne soient pas réticents et surtout constatent cette faiblesse de l'État ? Avec des transgresseurs, Pascal, qui servent d'une loi mal faite. Bien sûr, j'ai eu le même problème en Isère pour le Center Park de Roibon. Vous en avez entendu parler de ce Center Park, qui finalement n'a pas pu se faire. Les zadistes ont occupé une maison forestière qui appartenait à l'État. On n'a pas pu ou pas voulu les déloger. Les préfets successifs n'ont pas voulu les déloger de peur des incidents que ça pouvait provoquer. Ça a duré des années et à la fin... et la faiblesse de l'État. À la fin, Pierre et Vacances a renoncé au projet. La faiblesse. Oui, c'est ça. Et bon, alors il y a la crise du logement, on peut prendre des logements. Donc il y a la crise financière, on peut voler. On peut voler, on peut piquer les cartes bleues s'il y a une crise financière. Il y a 2000 matelas sur lesquels dorment encore des détenus en France, devant une multitude de dysfonctionnements partout. Et je ne suis pas sûr que tout le monde ait compris. C'est-à-dire que les matelas par terre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... Qu'est-ce que vous voulez dire avec les détenus ? C'est-à-dire qu'il y a trop de détenus dans une même pièce. Absolument, il y a des détenus qui dorment sur des matelas. Oui, mais ils dorment tous sur des matelas, les détenus. Oui, et donc, moi, je trouve que c'est un scandale, même si je ne suis pas... Mais il n'y a pas de rapport. Si, il y a un rapport. Non, pas trop. Mais si, il y a un rapport, Pascal. Si vous avez décidé que le bien de votre voisin ou de quelqu'un qui l'a laissé sans surveillance quelques minutes vous appartient, mais c'est abyssal c'est abyssal ce que ça ouvre en termes de droit. C'est-à-dire que n'importe qui pourrait prétendre qu'il est dans une situation plus difficile que vous, ce qui reste quand même à prouver, peut se saisir de vos biens. Enfin, ça revient à dire ça. Ça veut dire, moi par exemple, j'ai pas de voiture pour me déplacer, mon voisin en a une, je peux m'en saisir parce que j'en ai pas.
Mais vous voyez, c'est aussi toute une idéologie. C'est la propriété, c'est le vol, la phrase de Proudhon. Aux États-Unis, la propriété, vous entrez chez quelqu'un, il se fait flinguer, et je ne veux pas dire que personne ne dit rien, parce qu'évidemment, c'est pas ce qu'il faut faire, mais on a un rapport très différent à la propriété. C'est l'incarnation de la propriété, c'est le vol. En fait, on en arrive en actant ça à dire la propriété, c'est le vol, et tu voles le bien de tous, et mon droit à être logé à ton profit. Il y a beaucoup d'idéologie. Oui, mais même sans se faire flinguer, parce que c'est pas tout le... Je veux dire, l'Amérique n'est pas seulement... Mais simplement, un coup de fil, 111, un coup de fil, le shérif ou la police locale, est là dans la demi-heure et dans l'heure, et on embarque évidemment les squatteurs. Donc c'est une idéologie. Vous donnez une explication économique et sociale à un sujet qui est un sujet de délinquance. Je suis désolé, pour moi, un squatteur, c'est un délinquant. Alors, il faut distinguer aussi deux types de squatteurs, c'est-à-dire trois types. Il y a, on va dire, le squatteur crapuleux, celui qui va rentrer dans une maison pour simplement y faire une partie, une fête, récupérer quelques meubles éventuellement. Enfin bon, donc là, on a vraiment l'aspect crapuleux. Il y a le squatteur haut de gamme, comme vous l'avez appelé, donc ceux-là qui connaissent bien les lois et qui, justement, utilisent les failles, comme on l'a précisé, et qui vont s'introduire là-dedans et essayer de rester le plus longtemps possible. Et puis, il y avait un troisième type de squatteur, celui, finalement, par précarité, qui va investir, peut-être de bonne foi, un bien qu'il est libre, donc il ne serait pas le domicile. EDF et les grandes boîtes, les banques, etc., vivent sous la terreur des associations comme droit au logement. Ils ont peur, droit au logement, si jamais EDF coupe l'électricité. Enfin voilà, ça devient un scandale national. Tous les journalistes se roulent par terre, etc. Donc, mais de qui on se moque? Droit au logement, c'est pas droit au squat. Voilà. J'ai presque envie de dire que ça finit plutôt bien pour les propriétaires. Et je reprends ce que disait l'avocat tout à l'heure, on vous doit un grand merci, on doit un grand merci aux médias, les propriétaires d'une manière générale et l'UNPI en particulier, parce que c'est vrai que quand les médias mettent un focus là-dessus, tout le monde est intéressé, tout le monde se dit, bah oui, mais c'est quand même une situation incroyable. Oui. Ah, vous savez, écoutez, de tout votre entourage sur le plateau, vraiment chapeau, je les félicite. Ça, c'est au moins des hommes qui parlent. Voilà, on a besoin comme ça en France. Mais en tout cas, c'est une injustice majeure, patente de notre République. Et il est bon qu'on légifère sur le sujet. Et j'espère, monsieur le député, que comme vous l'avez dit, au mois d'octobre, une nouvelle loi permettra d'expulser plus facilement les squatteurs. On va se battre pour le faire. Voilà. Très bien, vous allez vous battre pour le faire. Très bien, nous suivrons l'affaire de très près. Moi, je tiens à saluer le travail absolument collectif de tous les parlementaires sur ce sujet, puisque je rappelle que cet amendement, il a reçu l'unanimité en commission spéciale. Ce qui s'est passé cet été a ému, choqué, bouleversé la France entière. Les époux Kaloustian qui ont vu leur maison squattée, quasiment vandalisée, détruite, qui ont été contraints parce qu'elle était couverte jonchée de détritus, de jeter leur effet personnel par leurs fenêtres, ont mesuré combien nous étions dans une situation qui donnait plus de droits aux squatteurs qu'aux propriétaires. Certains des faits, entre guillemets, divers qui ont été évoqués, que ce soit à Théoul, Garges-les-Gonesse ou d'autres, nous montrent qu'il y a une dérive dans notre société. Les propriétaires sont laissés seuls face aux gens qui violent leur propriété. Ça peut conduire à un moment donné, si nous ne prenons pas notre responsabilité et s'il n'y a pas une effectivité des sanctions, à la guerre de tous contre tous. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Que les gens se fassent justice eux-mêmes? Au moment où nous commençons cette discussion sur cet article, le DAL est en train de faire un rassemblement devant l'Assemblée. Ils écoutent nos débats parce que nous sommes très inquiets autour de la notion de résidence occasionnelle. Malheureusement, dans notre pays, il y a encore 902 000 personnes qui n'ont pas de logement propre. Il y a 643 000 personnes hébergées, 91 000 personnes qui vivent dans des abris de fortune, 25 000 personnes qui dorment à l'hôtel, 143 000 hommes, femmes et parfois enfants qui vivent à la rue. Nous avons 4 millions de personnes mal logées dans notre pays, 12 millions qui sont en fragilité vis-à-vis du logement. Je crois que c'est l'honneur d'une République que de s'occuper de ceux qui souffrent. Et il est effectivement indigne de voir encore aujourd'hui, au XXIe siècle, des gens dormir dehors, dans le froid, dans la rue. Il n'empêche qu'il y a un principe dans cette République, c'est que nul ne doit se faire justice soi-même. C'est une fille qui s'appelle Juliette, à Marseille. Un jour, elle m'appelle. Cette dame achète, jeune couple, ils achètent leur appartement, leur premier appartement, ils louent.
et puis ils font des travaux. Et au moment où les travaux s'achèvent, un squatteur se met en place. Est-ce que c'est sa résidence principale? Non. Est-ce que c'est sa résidence secondaire? Non. Est-ce que c'est sa résidence occasionnelle? Non. Tant pis. Moi, j'ai eu le cas encore de quelqu'un qui est venu dans ma permanence. Ça fait 3 ans qu'il y a quelqu'un qui a abusé. Alors la porte était ouverte. Oui, ils sont entrés sans la voie de fait, sans la violence, sans rien. Mais le problème, ils se maintiennent de manière scandaleuse dedans. Le cas, par exemple, d'Arlette, la retraitée, qui loue à quelqu'un qui, au bout d'un mois, arrête de payer son loyer. On est bien d'accord que ni Juliette ni Arlette ne sont couverts. Merci. Que ce soit Arlette, Juliette ou Julien, le problème est le même. Nous devons respecter le droit à la propriété tel qu'il a été rappelé, qu'il est dans la Constitution. Je vous remercie. J'ai vu des collègues qui se moquaient avec le cas d'Arlette, de Juliette, et on pourrait vous en citer dans toutes les circonscriptions. C'est l'avantage d'être des députés de terrain. Puisque vous citez les prénoms, je suis aussi une députée de terrain. Moi, ils vont s'appeler Sandra, Michel, Pedro, Rachid, tout ce que vous voulez. J'en viens à Monsieur Aubert. Arlette. Arlette à Marseille, c'est ça? D'accord, Arlette dans le Vaucluse. Juliette à Marseille, pardon. Je suis désolé pour Arlette. Je suis désolé éventuellement pour Juliette. Est-ce que c'est un phénomène qui se généralise? Les chiffres dont on dispose, c'est à peu près 0,005% de l'ensemble des logements recensés qui peuvent être concernés par cette situation. Pourquoi faudrait-il défendre la propriété lorsque c'est un logement, une résidence principale, et considérer que les autres propriétés, elles, pourraient être moins protégées? Ça n'existe pas dans le reste du droit. Je veux dire, demain, qu'on vous vole votre voiture principale, votre voiture secondaire ou votre voiture que vous n'utilisiez pas de collection, le policier ne va pas vous dire « Désolé, là, on va faire une enquête, et puis bon, bah, écoutez, c'était votre 3e voiture, donc vous pouvez vous en passer. » Ça ne marche pas comme ça. D'ailleurs, au passage, dans ce pays, c'est plus dangereux de voler un scooter que de rentrer dans le domicile de quelqu'un. Pour reprendre l'exemple de Monsieur Aubert, quand vous avez une voiture, que ce soit votre voiture principale, secondaire, de collection, votre camion, votre van ou que sais-je, vous n'avez pas de procédure préfectorale. Vous avez une procédure classique judiciaire. Le domicile est défini par l'article 102 du Code civil. Je lis, le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits, est au lieu où il a son principal établissement. Et dans cet amendement, dans cet article, vous avez dit le domicile, y compris la résidence secondaire. Non, c'est le domicile ou la résidence secondaire. Pour l'application de l'article 38 de la loi Dallot, c'est la notion de domicile au sens du code pénal qui s'applique. Et cette notion de domicile au sens du code pénal, c'est dire tout lieu où la personne est en droit de se dire chez elle. Ce qui n'est pas la notion du domicile au sens du code civil, qui est simplement l'adresse. Vous êtes en train de nous dire que pour vous, domicile, c'est principal et secondaire. Et vous écrivez le domicile, y compris secondaire, alors que dans domicile, il y a déjà secondaire. Bon. Non mais, donc ça, alors. Je vous renvoie à l'arrêt de 1963 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Le domicile, c'est bien la résidence principale ou secondaire. Donc c'est bien ce qui est écrit. Juridiquement. Je pense vraiment, encore une fois, que ça part on est tous ici de bonne volonté pour chercher la meilleure formulation. L'un des problèmes que nous avons, pourquoi on a autant de contentieux? C'est parce que c'est compliqué. Vous avez tous vu, mes chers collègues, les articles. 48 heures, mais c'est un flagrant délit qu'on peut, je dirais, constater à n'importe quel moment. À quel moment on bascule de la phase police à la phase justice. Et puis alors, il y a le juge civil, mais en même temps, il y a un peu de pénal. Mais il se trouve que la définition du domicile pour le juge civil n'est pas celle du code pénal. Et puis on a les résidences principales et secondaires et occasionnelles. Tout ça est très compliqué. C'est pour ça que nous vous avons proposé depuis le début quelque chose de très simple, qui est la protection du bien immobilier. Ce qu'on dit, c'est qu'il s'agisse, donc domicile, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale. Monsieur le rapporteur, vous n'arrêtez pas de nous renvoyer vers votre amendement. Mais quand je lis les exposés des motifs de votre amendement, il est d'un flou intégral. Et quand il y a un flou, il y a un loup. Madame la ministre, monsieur le rapporteur, en fait, votre majorité a un problème avec la propriété. Ça a l'air d'être un gros mot chez vous. Mais en réalité... Non mais attendez, Monsieur Maillard, Monsieur Maillard, on écoute Monsieur Bazin. Et Monsieur Corbière qui évoquait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Mais dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété et la sûreté font partie des droits qui ont été affirmés par cette déclaration, comme des droits naturels et imprescriptibles. Et la propriété, si on reprend les termes de l'époque, c'est comme un droit inviolable et sacré. Il faut pouvoir agir. On vous propose des dispositifs. Prenez-les. Il faut créer un effet dissuasif. Il faut que le propriétaire, lorsque son bien est squatté, dise « Monsieur, ce que vous commettez, c'est un délit et c'est très sévèrement puni. Ça va vous coûter 45 000 € d'amende et 3 ans de prison. » Et là peut-être qu'effectivement, les gens réfléchiront avant d'aller squatter. Plusieurs amendements ont effectivement été déposés pour renforcer les sanctions pénales à l'encontre des squatteurs et je partage cet objectif. Juste, Monsieur le Président, pour insister, parce que là on parlait beaucoup de la partie fiscale et financière. Bien souvent, les squatteurs n'étant pas en effet en capacité de payer, il est aussi très important que vous ayez triplé la peine d'emprisonnement. Je pense aussi que c'est là aussi où il faut insister. Donc on est dans un juste équilibre. Donc je peux en effet retirer le mien au profit de celui du rapporteur. Monsieur le rapporteur, vous évoquiez 3 ans. Là, par cet amendement de notre collègue Trasnourista, on vous propose 4 ans d'emprisonnement. Moi, je voudrais que nous ne nous trompions pas de débat. La question des squats n'est pas un sujet de logement ou de droit au logement. Non. De la même manière que le vol d'un scooter n'est pas un problème de transport. C'est un problème pénal. C'est un problème de violation de la loi. Et, chers collègues, votre rôle principal est de la voter, la loi. Donc si c'est pour ensuite faire commerce dans l'hémicycle d'un discours consistant à dire qu'il faut la violer au nom de motifs légitimes... Le débat est intéressant. Président Chassaigne. Et le collègue Aubert, dont je connais peut-être certaines convictions spirituelles, va nous expliquer qu'un dénommé Joseph et Marie ont en leur temps squatté une étable, mais qu'il aurait fallu les expulser. Je crois que le débat est clair ce soir. On a d'un côté de l'hémicycle ceux qui considèrent, comme Proudhon, que la propriété c'est du vol. Ça a été rappelé tout à l'heure. Et il y a ceux comme nous, de ce côté de l'hémicycle, qui considèrent que la propriété est un droit naturel, imprescriptible. Et vous faites des amalgames. C'est pas parce qu'il y a des piétons dans les rues que celui qui vient vous voler votre scooter ou votre voiture a une raison légitime de le faire. Ce n'est pas du tout le même sujet. Il n'est pas question de remettre en cause le droit de propriété de quiconque. On n'est pas dans une question de logement, de droit au logement. On est dans une question d'infraction à un droit fondamental qu'il faut défendre avec vigueur. Parce que si on ne le défend pas, c'est notre société qu'on ne défendra pas. Alors moi, si on préfère s'occuper de murs vides, de logements vides, plutôt que de vie de familles entières, je ne suis pas d'accord. Squatter, c'est voler. Dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, vous qui aimez toujours invoquer les droits de l'homme, il y a 4 droits imprescriptibles et sacrés. La propriété en est un. Imprescriptible et sacré. Nul ne peut être privé de la propriété. Voilà. Alors je sais, la Déclaration des droits de l'homme, sans doute vous préférez celle de Lénine, mais malheureusement nous sommes en France. Voilà. Alors je sais que pour vous, la propriété c'est le vol. Mais malheureusement, nous, c'est la République. Et la République, elle passe par l'égalité des droits, elle passe par le respect de la loi. Et elle considère, nous considérons ici, qu'il n'y a pas d'impunité pénale. Mes chers collègues, et que voler le bien de ceux qui n'ont pas grand-chose, ça n'est pas défendre les classes populaires, chers collègues. Parce que les premières victimes des squats, ce sont des dames comme Marie-Yvonne Arène, 83 ans. C'est comme ce couple de retraités à Théoul. C'est des gens qui n'ont pas grand-chose. Et vous avez toujours cette culture de l'excuse. Et c'est inacceptable. Merci. Monsieur le Président, j'ai le sentiment qu'on est en train d'arriver à l'équilibre. Qui est pour l'adoption de l'amendement? Qui est contre? Rejeté. Le 198 qui est pour? Contre? Rejeté. Le 199 qui est pour? Contre? Rejeté. Le 376 qui est pour? Contre? Rejeté. Et enfin le 930 pour? Contre? Rejeté. Qui est pour? Contre? Rejeté. Je mets maintenant en voix l'amendement 1045 de notre rapporteur, avis favorable du gouvernement. Qui est pour l'adoption de l'amendement? Qui est contre? L'amendement est donc adopté.
Et nous espérons que vous mettrez un vrai texte de loi avec M. Dupond-Moretti sur le sujet des squats et de la propriété pour que nous puissions aller plus loin pour défendre les Français.